Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 13 mai 2021. Alors ce soir, je vous offre la moitié de la plaidoirie de Maître Garçon. Plaidoirie offerte lors de ce célèbre procès, le procès SAD, où on accusait l'éditeur Jean-Jacques Pauvert d'avoir édité et proposé à la vente les œuvres du Marquis de Sade. Alors, la plaidoirie, c'est de Maître Garçon. Et pour répondre à Phonographie, c'est tiré de littérature et obscénité, ce que j'ai omis de dire hier. Et je n'ai pas montré non plus le livre à l'écran pour cette raison bien simple. C'est qu'il n'y avait pas de page couverture. L'ouvrage est en très mauvais état. Et il manque même des pages. Et j'ai retrouvé ce livre fort à propos dans le fond d'un carton il y a quelques jours. Et j'allais évidemment l'éliminer, les livres, dans un état pareil. Il y a pas, on n'offre pas ça, on ne recycle pas ça. C'est vraiment le terminus et c'est terminé. Sa vie utile est à toute fin pratique finie. Alors, donc, je ne pouvais pas vous montrer un débris de livre à l'écran. Et, cependant, j'aurais dû dire ce que je fais. Donc, c'est donc l'ouvrage de Jacques Hébert, Littérature et obscénité, publié aux éditions du jour, si je ne m'abuse. Oui, aux éditions du jour. Et, autre commentaire, Michael a raison aussi de souligner qu'il y a des paroles qui tuent. Et ça, c'est peut-être une sorte de déformation personnelle suite à mon enfance dans un quartier assez rude de Montréal. En fait, à l'époque de ma prime jeunesse, c'était le quartier le plus violent en Amérique du Nord. C'est difficile à croire, mais c'est comme ça. Et, euh, et donc, peut-être que j'ai fini par relativiser les paroles, et de fait, il y a des paroles dites par des très très proches. Souvent, en fait, de toute façon, les blessures les plus cruelles nous sont infligées par les gens très 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 près de nous. Et certaines de ces paroles demeurent, la blessure de ces paroles demeure assez vive. Alors, parfois je m'emporte je m'emporte dans mon propos. Alors voilà, je corrige pour ce qui est de la référence et je modère mes transports concernant, oui, il y a des paroles qui blessent, il y a des paroles qui blessent gravement. Quant à la censure, petite parenthèse, il m'est d'avis que, oui, toutes les œuvres aujourd'hui sont disponibles. Je pense que, j'imagine, ben en fait, il y a eu le cas dernièrement d'un auteur québécois qui a été arrêté. On est venu le chercher. On est venu le chercher dans son lit. La police a saisi son ordinateur parce qu'il a mis dans un roman une adaptation d'Ansel et Gretel, une adaptation moderne. Il a mis, il a mis des abus, il a écrit des abus que subissaient des enfants, tout en jugeant que c'était absolument affreux, que c'était amoral. Mais le ministère de la Justice a jugé qu'il y avait matière à poursuite. Même si c'était une œuvre de fiction, même si c'était une œuvre de fiction, en plus, qui dénonçait la violence faite aux enfants, la violence sexuelle faite aux enfants. Alors, l'auteur a été poursuivi, de même que son éditeur. Il y a eu des réactions partagées, je dirais, parce que, en fait, de ce que j'ai pu noter, il y a eu l'Union des écrivains québécois, l'UNEC, s'est portée à la défense de ces infortunés auteurs et éditeurs, mais une partie de, de l'intelligentsia intellectuelle et littéraire québécoise n'a pas cru bon de se sentir interpellé par cette arrestation aux petites heures du matin. Vous imaginez un auteur
qui se fait arrêter, je pense qu'il était 6h30 du matin, voit son ordinateur saisi, des accusations sont déposées contre lui, menotté. Alors vous imaginez un peu, mais il y a une bonne partie qui a jugé qu'au fond, il n'avait qu'à s'en prendre à lui parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à, à proposer une histoire aussi inintéressante, aussi scabreuse et beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui, cet auteur-là en appelait évidemment à la solidarité avec les autres auteurs, jugeant que le sort qui lui avait été fait pouvait arriver à n'importe qui, n'importe quel autre auteur. Alors finalement, bon, il a été... en fait, il n'a pas été reconnu coupable et le ministère a jugé qu'il ne a porté la cause en appel. Le ministère de la Justice a porté la cause en appel et finalement, en deuxième instance, ils ont été déboutés. Par conséquent, la saga de ce malheureux auteur s'est terminée. Quant à la censure à proprement parler, donc tous les livres sont disponibles, mais peut-être il y a un autre mécanisme, il y a une autre manière de, non pas de censurer les livres, mais c'est de juger qu'il n'y a plus de, il n'y a plus de réponse possible dans les livres. Il n'y a plus de, la réflexion ne se fait plus dans les livres. Alors on peut lire Freud, on peut lire Nietzsche, on peut lire Sade, on peut lire Bataille, on peut lire d'autres auteurs sulfureux ou encore jugés irrévérencieux ou voire pornographiques. Ça n'aura plus beaucoup d'impact. Cependant, la mécanique de la censure peut-être se joue autrement. C'est qu'on nous impose une certaine idée du bien. Et plutôt que de traquer le mal, on nous enfonce profondément le bien dans la gorge. Et le bien sans répit, le bien sans relâche. Et un des bienfaits de la littérature et de la philosophie négative, c'est qu'elle nous proposait un miroir de soi peu avantageux et qu'elle nous offrait peut-être aussi, cette littérature, la possibilité d'aller creuser dans les tréfonds de notre propre abîme personnel ou de nos zones d'ombre, d'envoyer des éclaireurs astucieux, intelligents pour aller débusquer ce qui ne fonctionne pas ou ce qui est refoulé ou ce qui est cadenassé ou cette violence qui n'arrive pas à dire son nom, cette agressivité refoulée que nous possédons tous, cette violence, j'allais dire, quasi innée que l'on retrouve au cœur de la psyché humaine. Et peut-être que ça demeurait encore utile d'avoir ces livres à notre disposition. Mais ce volet-là semble entendu, on n'ira pas trop réfléchir là-dessus. Quant à l'obsession du bien, quant à l'obsession de nous, comme je le disais, je ne vais pas me répéter, mais de nous enfoncer bien profondément dans le crâne, dans l'esprit, la nécessité d'être bon et d'être vertueux, c'est peut-être une nouvelle forme de violence. Ce n'est pas de la censure à proprement parler, mais assurément c'est une forme de manipulation et c'est une forme de violence. Messieurs, s'il est une certaine vérité, c'est que l'œuvre du marquis de Sade est résolument pornographique. Et vous n'attendez pas de moi, je pense, une tentative de justification de ces obscénités. Cependant,
le procès n'est pas là, et dès le premier abord, un fait doit vous frapper et vous faire penser que le litige qui vous est soumis offre un caractère particulier. Depuis bientôt un siècle et demi, les éditions du Marquis de Sade se sont succédé, mais toutes ont été clandestines. En vain chercherait-on les éditeurs ou les imprimeurs anonymes. Pour la première fois, un éditeur a entrepris de tout publier sans avoir recours à un masque, en inscrivant son nom sur chaque volume et en indiquant la marque et l'adresse de sa maison. Est-ce à dire qu'il est si dénué de pudeur et si furieusement ennemi des bonnes mœurs qu'il tient à offenser toute la morale? Je ne le crois pas, et aucun de ceux qui le connaissent ne le juge si frénétiquement endurci. M. Pauvert dirige une maison d'édition importante, qui n'est point comptée parmi celles que la police a inscrites dans ses fiches comme spécialisée dans la pornographie. En même temps qu'il a publié ouvertement l'œuvre complète du Marquis de Sade, il nous donnait une nouvelle édition du Dictionnaire littré, ce qui est un beau soufflet pour la grande maison, qui en avait publié la première édition et qui attend sans doute de se faire commanditer par la Caisse des lettres pour courir un risque. Pour publier aussi ouvertement l'œuvre du Marquis de Sade et encourir délibérément l'aléa d'une poursuite, il faut qu'il ait nourri un dessein qui mérite examen. Et j'ajoute qu'il ait montré bien du courage. S'il est en effet un auteur réprouvé par excellence et condamné par présomption en la personne de ses éditeurs, c'est bien celui que par ironie on appelle le divin marquis. Le nom même de l'auteur sert de support à un vocable qui symbolise une affection psychosexuelle, et il n'est presque pas une de ses œuvres qui n'ait été vouée aux gémonies. La philosophie dans le boudoir a été condamnée pour la première fois en 1814, Justine en 1815, Juliette en 1821, et depuis ce temps lointain, cette jurisprudence a été maintes fois confirmée. Les condamnations étaient-elles justifiées? Sans aucun doute, pour le temps où elles ont été prononcées. Mais en matière de mœurs, on peut toujours reviser, car les mœurs changent quelquefois comme les saisons. Le législateur l'a bien compris lorsqu'il a promulgué la loi du 25 septembre 1946. La révision d'une condamnation prononcée pour outrage aux bonnes mœurs, commis par la voie du livre, pourra être demandée 20 ans après que le jugement sera devenu définitif. La Société des gens de lettres bénéficie du monopole précieux de demander ces réhabilitations. J'ajoute qu'elle est bien négligente et que si poussée par l'obligation de justifier le privilège qui lui était conféré, elle s'est occupée de Baudelaire, elle a poussé l'indifférence jusqu'à laisser dans l'oubli le pauvre écrivain naturaliste Després, qui est mort des suites d'une incarcération qui nous paraît aujourd'hui injuste, et Richepin, qui purgea 4 mois de prison pour sa chanson des gueux, et Paul Adam, et tant d'autres martyrs des lettres dont les condamnations nous semblent aujourd'hui ridicules. Entre ces écrivains et le Marquis de Sade, il y a un monde. Mais mon préambule n'est destiné qu'à marquer qu'en matière de mœurs, il faut toujours se méfier des opinions préconçues et qu'on doit toujours, lorsqu'un problème se pose, l'examiner en fonction de l'état présent sans s'occuper de ce qu'on a pu penser dans le passé. Donc, la commune opinion veut que le Marquis de Sade soit condamné sans discussion. Pourtant, peu de ceux qui en parlent ont lu ses œuvres. Ils se prononcent sans savoir ce qu'on leur a dit, ce qui est la plus dangereuse des méthodes pour des juges. Si j'affirmais qu'ils n'en ont pas lu une ligne, peut-être irais-je trop loin. Depuis toujours, quelques passages particulièrement indécents circulent en manuscrit de main en main parmi les élèves de ce monde,
parmi les élèves de second, ou de première des lycées et collèges. Pendant qu'avec une naïve gravité, les maîtres expliquent les beautés des divertissements de Corydon dans les églologues de Virgile ou les amitiés particulières de Nisus et Urial au 9e chant de l'Énéide, les collégiens copient subrepticement les extraits de Sade, qu'ils se passeront de génération en génération. Mais ces courts morceaux choisis ne sont que d'ignobles passages, qui ne permettent point de connaître une œuvre. Pourtant, c'est le plus souvent à ces indécentes perversités que se réduise la connaissance des hommes, par ailleurs cultivés. Ne nous occupons pas de cet avis et cherchons, puisqu'il faut juger une œuvre littéraire, à nous faire une opinion par nous-mêmes. Ceux qui sont curieux de lettres ne peuvent manquer d'avoir l'esprit éveillé par quelques réflexions cueillies dans des auteurs par leur qualité et leur moralité ne rendent pas suspect. À l'époque romantique, Jules Janin, le célèbre critique du jour des débats, a écrit dans la Revue de Paris de 1834 « Ne vous y trompez pas, le marquis de Sade est partout. Il est dans toutes les bibliothèques sur un certain rayon mystérieux et caché qu'on trouve toujours. C'est un de ces livres qui se placent d'ordinaire derrière un Saint-Jean de Chrysostome ou les Pensées de Pascal. Demandez à tous les commissaires-priseurs s'ils font beaucoup d'inventaires après décès, où on ne se trouve pas le marquis de Sade, même la police le rend à la consommation publique. » Un peu plus tard, Sainte-Beuve, publiant en 1843 dans la Revue des Deux Mondes quelques vérités sur la situation de la littérature, a écrit « Il y a un fond de Sade masqué, mais non point méconnaissable, dans les inspirations de 2 ou 3 de nos romanciers les plus accrédités. J'oserais affirmer que Byron et Sade, je demande pardon du rapprochement, ont peut-être été les 2 grands inspirateurs de nos modernes, l'un affiché et visible, l'autre clandestin. En lisant certains de nos romanciers en vogue, si vous voulez le fond du coffre, les secrets de l'alcôve, ne perdez jamais cette dernière clé. » Voilà qui donne singulièrement à réfléchir et doit porter à une étude un peu approfondie avant de se prononcer. Pendant trop longtemps, on a entretenu une légende sans se donner la peine d'en vérifier le fondement. C'est aux environs de 1880 que fut révélée une œuvre inédite, les 120 jours de Sodome, qui amenèrent quelques-uns à penser que peut-être il y avait un jugement à réviser. Curieux livre, complètement inconnu, et dont la première édition d'ailleurs, très fautive, ne fut réservée qu'à un tout petit nombre de bibliophiles. Le manuscrit, écrit en une cursive minuscule et difficile à déchiffrer, se présentait sous forme de rouleau de 11 cm de large sur 12 mètres de long. L'ouvrage, qui se compose de feuilles collées les unes au bout des autres, commencé à la Bastille le 22 octobre 1785, a été écrit en 37 jours. Sade fut obligé d'abandonner tous ses manuscrits lorsqu'il fut transféré en 1789 de la Bastille à Vincennes. Sa cellule fut pillée lorsque le peuple envahit la forteresse le 14 juillet. Presque tout ce qu'avait laissé le marquis fut détruit ou dispersé, et on ne sait comment les 120 jours de Sodome aboutirent à Berlin dans la collection du docteur Ivan Bloch. Sous le pseudonyme d'Eugène Duran et sous le masque d'un club de bibliophiles, une édition de 180 exemplaires fut publiée par M. Bloch en 1904. Puis le manuscrit changea de main
Il fut acheté par un collectionneur parisien et édité à nouveau en 1929 avec un grand souci d'exactitude. En 1947, une autre édition en 4 volumes fut publiée à Bruxelles. Aucune poursuite ne fut entreprise. Les exemplaires devinrent bientôt très rares. Du moins atteignirent-ils un public très choisi de philosophes, de psychiatres et de littérateurs, qui demeura surpris des découvertes du plus haut intérêt qu'on pouvait y faire. Faisant la part des obscénités qui ne sont pas défendables, on s'apercevait que Sade était un écrivain d'importance et qu'on trouvait dans ses pages l'extraordinaire révélation d'une pénétration psychologique peu commune. Écoutez-le plutôt. À mesure que les esprits se corrompent, à mesure qu'une nation vieillit, en raison de ce que la nature est plus étudiée, mieux analysée, que les préjugés sont mieux détruits, il faut les faire connaître davantage. Cette loi est la même pour tous les arts. Ce n'est qu'en avançant qu'ils se perfectionnent. Sans doute, il ne fallait pas aller si loin dans ces temps affreux de l'ignorance, où, courbés sous les fers religieux, on punissait de mort celui qui voulait les apprécier, où les bûchers de l'Inquisition donnaient le prix des talents, mais dans notre état actuel, partons toujours de ce principe. Quand l'homme a soupesé tous ses biens, lorsque d'un regard audacieux son œil mesure ses barrières, quand à l'exemple des titans, il va jusqu'au ciel porter sa main hardie, et qu'armé de ses passions, comme ceux-ci l'étaient des laves du Vésuve, il ne craint pas de déclarer la guerre à ceux qui le faisaient frémir autrefois, quand ces écarts même ne lui apparaissaient pas comme des erreurs, légitimées par ses études, ne doit-on pas alors lui parler avec la même énergie qu'il emploie lui-même à se conduire? L'homme du 18e siècle, en un mot, est-il donc celui du 12e siècle? Ailleurs dans Juliette, l'un des ouvrages qui vous est déféré, on trouve encore à quelque point qu'en frémissent les hommes, la philosophie doit tout dire. Et dans les crimes de l'amour, l'étude profonde du cœur de l'homme, véritable dédale de la nature, peut seul inspirer le romancier, dont l'ouvrage doit nous faire voir l'homme, non pas seulement ce qu'il est ou ce qu'il montre, c'est le devoir de l'historien, mais tel qu'il peut être, tel que doivent le rendre les modifications du vice et toutes les secousses de la passion. Ainsi l'œuvre de Sade apparaissait-elle comme ayant une portée très différente de celle qu'on lui avait toujours attribuée, sans cesser d'être un écrivain licencieux et qui ne peut être mis entre toutes les mains. Le marquis montrait que le tableau qu'il avait fait de certaines dépravations n'était dans son œuvre que secondaire, et n'avait été introduit que pour servir d'illustration à des réflexions philosophiques originales et singulièrement en avance sur son temps. Les écrivains, les psychologues, les médecins entreprirent alors d'approfondir, et parmi les premiers, Guillaume Apollinaire osa formuler en 1909 un grand nombre d'écrivains, de philosophes, d'économistes, de naturalistes, de sociologues, depuis Lamarck jusqu'à Spencer, se sont rencontrés avec le marquis de Sade, et bien de ces idées qui épouvantèrent et déconcertèrent les esprits de son temps sont encore toutes neuves. On trouvera peut-être nos idées un peu fortes, écrivait-il. Qu'est-ce que cela fait? Nous n'avons pas, le droit de tout dire? Il semble que l'heure soit venue pour ces idées qui ont mûri dans l'atmosphère infâme des enfers de bibliothèque, et cet homme, qui parut ne compter pour rien durant le 19e siècle, pourrait bien dominer le 20e.
Peut-être allait-il trop loin. Il ajoutait encore. Le marquis de Sade, qu'on ne s'y trompe pas, est l'esprit le plus libre qui ait jamais existé. Il faut se méfier des formules excessives. Je doute que Sade domine le XXe siècle, dont la moitié est déjà écoulée, sans que la prophétie soit réalisée. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le damné marquis tient, dès maintenant, une place non négligeable dans une branche importante de la psychologie et de la psychopathologie. Certes, dépouillé de son caractère obscène, qui ne peut intéresser personne, l'œuvre de Sade est souvent décourageante à lire. Personnellement, j'ai renoncé bien vite à poursuivre une lecture généralement rebutante. J'ai fait comme vous, je ne l'ai pas lu jusqu'au bout. Mais il faut débarrasser le fruit de sa gangue et retirer une à une toutes les feuilles de la vigne, tant on a recouvert le personnage qu'il était naguère impossible de rien apercevoir de lui, même dans ses parties les moins honteuses. Tout, semble-t-il, est à reviser, jusqu'à la biographie de l'homme lui-même, qui a eu le rare privilège d'entrer dans la plus fâcheuse et la plus déshonorante des légendes, pour son plus grand âme de son vivant même. Le marquis de Sade est né le 2 juin 1740. Sa mère était dame d'honneur de la maison de Condé et son père, diplomate, voyageait à travers l'Europe et ne s'occupa pas de son éducation. Tant par son père que par sa mère, il était allié aux plus grandes familles du royaume. Élevé d'abord chez des oncles, étant en province, il fut ramené à Paris vers l'âge de 10 ans et placé au collège Louis-le-Grand. En 1754, ayant fourni ses preuves de noblesse, il fut admis à l'école des chevaux légers de la garde du roi, conquit des grades et prit part à la guerre de 7 ans. En 1764, il se trouva démobilisé comme capitaine de cavalerie au régiment de Bourgogne. Il avait 23 ans. Désœuvré, il se maria avec la fille de M. de Montreuil, président de la cour des Aides. Il bénéficia par son mariage de l'approbation royale. Étrange union qui n'était pas consacrée par l'amour, mais qui convenait surtout aux parents, ce qui était d'un usage assez fréquent à l'époque. Sade ne se sentit guère gêné par les liens étroits du mariage, bien que rien dans sa conduite ne l'eût fait remarquer, particulièrement dans le passé. Il était libertin et conservait une grande indépendance. 5 mois après avoir reçu la bénédiction nuptiale, il se fit coffrer à Vincennes en vertu d'une lettre de cachet pour débauche outrée. Débauche outrée. Terme vague qu'on aime à employer dans les rapports de police. L'imprécision fait penser le pire. Disons que la débauche ne devait pas être bien grave, puisque 15 jours plus tard, le jeune noceur recouvrait la liberté sur la demande de sa belle-mère. 6 mois plus tard, en mai 1764, il se rendit à Dijon pour se faire recevoir dans la charge de lieutenant général des provinces de Bresse, de Bugey, de Valromey et de Gex, ce qui augmenta ses revenus. Il en profita, rentrant à Paris, pour entretenir une fille de l'opéra italien à 25 louis par mois. N'empêche qu'il avait maintenant sa fiche à la police et que l'inspecteur Marais s'était spécialisé dans sa surveillance. Écoutez plutôt ce rapport d'un monsieur de Sartine du 7 décembre 1764. Monsieur le comte de Sade, que j'ai conduit à Vincennes, de l'ordre du roi, il y a 1 an, au dernier voyage de Fontainebleau, et ensuite dans les terres de son beau-père,
où il a eu le temps de faire quelque épargne sur ses revenus, a obtenu la permission cet été de venir à Paris, où il est encore, et pour occuper ses loisirs, il s'est amusé à donner 25 louis par mois à la demoiselle Colette, actrice aux Italiens, qui vit avec le marquis de Ligneré, lequel est assez complaisant pour se réduire à être en second quand elle trouve une bonne occasion. Il n'ignore pas son intrigue avec M. de Sade, mais ce dernier commence à s'apercevoir qu'il est la dupe de cette demoiselle, et cette semaine il a été exercer son tempérament chez la Brissot à laquelle il a beaucoup demandé si elle ne me connaissait pas. Elle a répondu que non. Il se méfiait et n'avait pas tort. J'ai été fort recommandé à cette dame, sans m'expliquer davantage, de ne pas lui procurer de fille pour aller avec lui en petite maison. Ainsi, avant même d'avoir commis le moindre délit, il était suspect. La police ne croit pas beaucoup à l'innocence lorsqu'elle décide de prendre quelqu'un en surveillance. Le même inspecteur Marais, qui ne sortait pas des mauvais lieux afin d'y pouvoir puiser les petits scandales à la source, rapportait encore à M. de Sartine 3 ans plus tard, le 17 octobre 1767, on ne tardera pas à entendre parler des horreurs de M. le comte de Sade. Il fait l'impossible pour déterminer la demoiselle Rivière de l'Opéra de vivre avec lui et lui a offert 25 louis par mois à condition que les jours qu'elle ne serait pas du spectacle, elle irait les passer avec lui à cette petite maison d'Arcueil. Cette demoiselle l'a refusé parce qu'elle reçoit les bienfaits de M. Hoccart de Coubron, mais M. de Sade la poursuit toujours, et en attendant qu'il la séduise, il a sollicité tant qu'il a pu cette semaine la Brissot de lui procurer des filles pour aller souper avec lui à la petite maison d'Arcueil. Cette femme l'a refusé constamment, sachant à peu près ce dont il est capable, mais il se sera adressé à d'autres moins scrupuleuses, ou qui ne le connaissent pas, et certainement avant peu, on en entendra parler. Il était évident qu'il allait arriver une histoire. Elle éclata le jour de Pâques, 3 avril 1768, et fut immédiatement si démesurément déformée et grossie qu'aujourd'hui encore, si nous n'avions pu découvrir le dossier de l'époque dans les archives nationales, nous demeurions pénétrés d'horreur. Sade, passant sur la place des Victoires, avait été accosté par une dame, Rose Keller, assez avenante, âgée de 36 ans, et qui lui avait demandé l'aumône. Il l'avait embauchée sous le prétexte de lui faire son ménage et ravauder son linge, et l'avait conduite en fiacre dans une petite maison qu'il avait à Arcueil pour y passer ses fantaisies. Là, après quelques discussions qui, je pense, ne durent pas être tragiques, il déshabilla la fille, mais lorsqu'il la vit nue, il se livra à une entreprise déplorable et grandement répréhensible. Il la fouetta au point de lui faire saigner le derrière. Il ne lui voulait pas d'autre mal, car il la frictionna ensuite à l'eau-de-vie et l'oignit de pommade pour calmer la cuisson des écorchures. Puis lui servit un petit souper. Rose Keller, justement inquiète et on le comprend, profita d'un moment d'inattention de son hôte pour ouvrir une fenêtre et s'enfuir. Elle se réfugia chez des villageois d'Arcueil qui s'ameutèrent, appelèrent un médecin et la menèrent porter plainte au juge. Gros scandale. Le lendemain,
On en parlait à la cour et à la ville, et la nouvelle se transmettant de bouche à oreille, se transforma si bien que tout le monde raconta qu'il avait voulu disséquer une femme vivante. La légende était née. Elle n'est pas dissipée aujourd'hui encore. Rétif de la Bretonne, qui s'y connaissait en fait d'érotisme, et Mirabeau, qui n'était pas non plus un innocent, contribuèrent à accréditer l'histoire de la dissection. Il en est qui y croient encore. Le vrai est que 7 jours plus tard, le 10 avril 1768, Rose Keller, ayant reçu une confortable indemnité de 2400 livres, en manière de baume pour la fessée, s'estima contente et retira sa plainte. Quant au marquis, il avait été arrêté et envoyé au château de Saumur, d'où il fut transféré à la forteresse de Pierre-Encise, à Lyon, puis ramené à Paris pour être jugé. Entre-temps, le roi lui avait accordé des lettres d'abolition, ce qui arrêta la procédure judiciaire, et il fut renvoyé, par lettre de cachet, à Lyon, où il demeura jusqu'en novembre. Il avait purgé, en somme, 6 mois de prison pour coups et blessures, ce à quoi le condamnerait vraisemblablement aujourd'hui un tribunal correctionnel, et on n'en parlerait plus. En même temps qu'on le mettait en liberté, Sade avait reçu l'ordre de se retirer pendant quelque temps dans une terre qu'il avait en Provence. Voilà le premier crime. Le second est moins grave encore. Le second, eh bien, c'est ce qu'on saura demain. Un bon verre d'eau, hein? Alors, je vous remercie d'être avec moi. Peut-être un dernier commentaire. Un dernier commentaire qui a peut-être un rapport indirect. Il y a une fronde qui est menée depuis déjà quelques années sur les auteurs de la French Theory, Foucault, Deleuze, Derrida, etc. On se rappelle le livre de Sokal, publié il y a 25 ans à peu près, Les impostures intellectuelles, qui démontrait que les prétentions parascientifiques des auteurs de la French Theory étaient infondées ou au mieux farfelues. Et on croyait d'une certaine manière, la cause entendue, ces philosophes qui se piquaient d'utiliser des concepts scientifiques qu'ils ne maîtrisaient pas ou mal, on croyait la cause entendue. Aujourd'hui, la French Theory est attaquée autrement. Elle est attaquée autrement, et là, on va par exemple, faire le procès d'un Foucault, où on a appris tout récemment par Guy Sorman qu'il avait abusé d'enfants. Et Sorman, sans être à proprement parler témoin de ces agressions auprès d'enfants en Tunisie ou au Maroc, dans un pays du Maghreb assurément, en avait conçu une répulsion, mais sans prendre la juste mesure des crimes commis. M'apparaît assez étonnant qu'aujourd'hui, je dirais, Sorman, qui n'appartient pas non plus à la famille des penseurs, la French Theory va sans dire, mais ni à la catégorie, pour résumer de manière carrée, à la catégorie des penseurs de gauche. Ça m'a semblé comme une sorte d'attaque préventive. Valait mieux être le premier qui annoncerait le feu. Et Foucault, évidemment, les anti-French théoriciens se sont évidemment emparés de cette affaire pour clouer au pilori Foucault, et le dernier livre paru où Foucault aurait consommé du LSD
et que ça aurait été, selon ses propres dires, la plus grande expérience de sa vie, ce dont je ne doute absolument pas, eh bien, a achevé de discréditer l'homme Foucault, le personnage Foucault. Pédophile, drogué, halluciné. Et maintenant, la French Theory est accusée par une certaine pensée de droite, une certaine pensée conservatrice, d'être, à proprement parler, amorale et responsable d'une escalade moralisante au sein des institutions universitaires. Eh bien, moi, j'aurais tendance à dire, moi qui est un conservateur culturel, de voir des auteurs qui ont quand même apporté beaucoup à la philosophie, de les voir réduits à n'être que des personnages absolument infréquentables sur le plan de la morale. Il y a quelque chose qui s'apparente d'une certaine manière au procès de, vous l'avez deviné. Mais un autre point, et que là, ce n'est pas de la censure, c'est peut-être une certaine forme d'ignorance. Combien de fois, dans le monde académique du moins, ai-je rencontré des Deleuziens qui n'avaient pas vraiment lu Deleuze, des Foucaldiens qui n'avaient pas vraiment lu Foucault, des Derridiens qui n'avaient pas vraiment lu Foucault. Et ça, sans parler à proprement de censure, avant de s'emparer de certains outils conceptuels, même si mon ami Robert pourrait juger que c'est non pas du radotage philosophique, mais c'est du commentaire greffé sur du commentaire. C'est de la digression matinée, de digression métissée, de digression. Et là, je reviendrai demain sans doute sur ce que Robert Hébert dit de la philosophie, de la French Theory, traduit aux États-Unis, et qu'au fond, peut-être pour bien comprendre la French Theory, nous, du Québec, parce que vivant dans l'illusion de parler la même langue, d'écrire dans la même langue, le français, nous n'apercevons pas les apories, les contradictions, les non-sens même que pourraient tenir les auteurs de la French Theory. Mais cependant, personnellement, je pense que tout n'est pas à jeter. En particulier, dans mon cas, j'ai un petit faible pour Deleuze. Mais, comme le rappelle Robert aussi, Deleuze qui fait l'apologie des voyages, des écritures migrantes, des écritures en mouvement, sans jamais quitter son domicile. Foucault qui fait l'apologie de la dissidence et d'une certaine délinquance, sans quitter son statut de professeur. Et là, ça, c'est encore une autre histoire. Enfin, là, j'ai soulevé quelques lièvres en même temps, mais il faudrait maintenant examiner de près, j'aurais envie de dire, les nouveaux visages de la censure. Et qui censure qui, comment on censure. Ne plus lire les livres reste de fait la meilleure manière de censurer. Hein? Ça tombe sous le sens. De se détourner des livres aussi. Ou encore d'annoncer qu'on est sous le parapluie de tel philosophe et finalement méconnaître le philosophe en question. Là-dessus, alors demain, on poursuit la plaidoirie écrite, hein, n'est-ce pas? Mais on imagine Maître Garçon qui devait être un sacré bon comédien aussi.
on l'imagine nous livrant avec feu, avec enthousiasme, avec brio, cette plaidoirie assez exceptionnelle. On en conviendra. Merci et à demain. Ouais, voyez, des spectateurs. Et à demain pour la suite.